Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Et c'est donc l'ouverture de la session de printemps du Parlement, ou plus savamment, comme on dit, la seconde session de la 4e année législative de la 11e législature. Cette ouverture a été faite solennellement vendredi dernier. Le programme législatif de la session est chargé, mais il faut dire que l'ambiance politique aussi est chargée. Ça fait en effet plusieurs semaines que la scène politique bouge et tremble. Du côté de la majorité, des grincements se sont fait entendre essentiellement de la part du PAM et de l'Istiqlal avant que les rangs ne s'unissent de nouveau. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils se sont unis? On verra, on en parlera. Dans le camp de l'opposition, une manœuvre de rapprochement a eu lieu aussi sur le sujet des prix des viandes. Et là aussi, on verra si ça tient. Bien sûr, on en parlera avec nos invités. Mais il n'y a pas que cela qui marque cette rentrée. Le nombre de projets de loi aussi programme un agenda très chargé. Ainsi, par exemple, de la réforme du Code de la famille, Moudouana, qui a franchi toutes les étapes de la réflexion politique, sociétale, Conseil des ulama, Conseil des ministres, et maintenant, elle est sur la table de la Chambre des représentants. Et il y aura aussi la réforme du Code pénal avec ses partisans et ses adversaires sur le plan idéologique. N'oublions pas aussi le dialogue social mis à mal par l'adoption mouvementée de la loi organique sur la grève. Alors avec nous pour discuter et débattre de ces questions, deux députés et ES. Marwa Al-Ansari, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Istiqlal et vous êtes aussi secrétaire du bureau de la Chambre des représentants. Merci d'être avec nous. Aïcha Al-Gout, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député du PJD. Merci, donc voilà, comme d'habitude, c'est l'opposition et la majorité. On va essayer de voir un peu comment se présente cette session qui arrive au Parlement. Alors, je commence donc par la majorité. Nous sommes donc à environ à peu près 1 an et demi de l'élection législative, mais dans 1 an, nous serons en pleine campagne électorale. J'ai parlé en introduction de dissensions qu'il peut y avoir au sein de la majorité, de dissensions qu'il peut y avoir au sein de l'opposition. Comment est l'ambiance politique dans laquelle s'est ouverte cette session de printemps? Ça va être la même question pour vous, Madame Gout. Déjà, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, pour débattre d'un sujet aussi important qu'est la rentrée parlementaire, qui est surtout en fin de mandat, et du programme, comme vous l'avez très bien décrit, qui est assez chargé. Et puis aussi, permettez-moi de vous féliciter pour la petite attention d'avoir un plateau 100% féminin. On a un problème de parité aujourd'hui dans le plateau. Hormis pour le 8 mars. Hormis pour le 8 mars. Et puis surtout, avant de commencer... On reviendra, puisque vous parlez de ça, Marwa Al-Ansari, on reviendra sur la question de la représentativité, représentation féminine au sein du Parlement, des listes, etc. Puis permettez-moi aussi d'apporter mon soutien au peuple palestinien qui vit une situation inhumaine et une situation qui est désastreuse due à Tqtil Douleh. Et puis spécialement à la population de Gaza qui est privée de tout besoin primaire, donc que ce soit, pour n'en citer que, l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins et à l'éducation pour les enfants. En ce qui concerne donc la rentrée parlementaire, si vous me le permettez, j'aimerais d'abord saluer la dynamique parlementaire qui se fait au sein de la Chambre des représentants par tous les députés de tous bords. C'est-à-dire que nous avons eu plus de 176 projets de loi qui ont été présentés à la Chambre des représentants, dont 155 ont été adoptés, contre 388 propositions de loi et 14 qui ont été adoptées. Donc je peux en citer les plus importantes qu'on a connues. Donc on a le projet de loi de la procédure civile, le projet de loi de la loi organique sur la grève dont vous avez parlé, et certainement qu'on y reviendra. Et puis on a actuellement le projet de loi du code pénal, de la procédure pénale, et qui va être certainement où les amendements vont être présentés à la fin du mois. Et nous attendons bien sûr le code de la famille, donc la Moudouana, qui n'a pas encore été présenté au Parlement. Et nous attendons aussi le code pénal, qui viendra certainement dans les mois à venir. En ce qui concerne le parti de l'Istiqlal, alors j'aimerais juste mettre une certaine chose au clair. Le parti de l'Istiqlal est un parti qui est responsable, est un parti qui est conscient qu'il s'est engagé pour 5 ans dans un programme gouvernemental. C'est-à-dire que les 5 ans débutent en 2021 et se terminent en 2026. Que je sache, on est encore en 2025. Donc, si vous voulez, nous sommes sérieux dans le travail que nous menons. Nous avons une tâche et une responsabilité à mener jusqu'à terme, surtout pour le bien des Marocains et le bien de la nation. En ce qui concerne aussi la dimension législative, nous savons au sein du Parti de l'Istiqlal qu'il s'agit d'une dynamique qu'elle est très importante parce qu'elle accompagne une dynamique socio-économique que connaît notre pays à tous les niveaux. Donc toujours dans cette volonté, bien sûr, de responsabilité, de pleine conscience, nous pensons que ce parcours législatif doit se faire dans une sérénité totale, avec des débats de fond,
parce que c'est très important d'avoir une sérénité des débats de fond, pour accompagner la dynamique qui est portée par Sa Majesté le roi Mohamed Sadis Nasrallah pour justement le Maroc de demain. Enfin, j'aimerais surtout parler du volet de la diplomatie parlementaire, qui est un volet très important et qui a été cité par Sa Majesté lors de la rentrée d'octobre passée, de la session d'octobre passée. Et c'est justement un volet qui permet d'accompagner cet élan diplomatique que vit notre pays actuellement. On vient justement d'assister à la déclaration du secrétaire d'État Marco Rubio il y a quelques jours, qui réaffirmait justement la marocanité du Sahara marocain, la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain. Nous avons aussi eu la visite du président Emmanuel Macron au sein de la Chambre des représentants pour affirmer justement cette même opinion donc de la marocanité, cette même décision d'État de la marocanité du Sahara marocain. Nous avons la reconnaissance espagnole, aussi celle de la Grande-Bretagne. Donc effectivement, nous espérons qu'en cette année, qui signe le 50e anniversaire de la Marche verte, et puis aussi et surtout le 10e anniversaire du discours royal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était le 6 novembre 2015 à Lyon, qui a donné justement l'impulsion de l'économie, de l'investissement avec 67 pour le plan de développement pour les dirhams. projets et les provinces du Sud. On va en rester là. Merci Marwa Al-Ansari, Aïcha Al-Gout. Alors nous avons eu donc la vision de la majorité, puisque Marwa Ansari, elle est majorité, elle est aussi secrétaire du bureau. Donc forcément, elle va nous donner les chiffres, elle va prendre ça. Comment vous voyez les choses, cette ambiance politique, le fonctionnement du Parlement, va partir de votre position dans l'opposition? D'abord, je vous remercie, M. Boustap, de m'avoir invité à ce talk show. Et d'abord, permettez-moi aussi d'exprimer ma solidarité avec le peuple palestinien de Gaza. Et tout cela se passe sous les yeux des pays du monde entier qui sont sourds et muets. Ensuite, j'aimerais bien saluer la diplomatie marocaine pour les exploits concernant la cause nationale. Et j'espère que ce litige soit bientôt clos. Maintenant, concernant la rentrée parlementaire, les députés ont repris service dans un contexte politique qui n'est pas du tout ordinaire. Pourquoi ? D'abord, la charge législative, que ce soit celle en cours ou celle à venir, est très dense et très importante. La révision de la loi 3.23 relative à la procédure pénale se poursuit. Certaines dispositions de ce projet se prêtent à des sensibilités, notamment l'article 3 et l'article 7 qui privent les associations de protection des fonds publics de porter plainte et de se porter partie civile concernant la dilapidation des fonds publics. Ensuite, il y a le projet de code pénal qui est tant attendu au cours de cette session. Les instances constitutionnelles, à savoir l'instance de probité, le Hay'a Diyal Nazaha, ou également le CUZ, le Conseil économique et social, a émis son avis concernant ces articles. Et il défend le droit de ces associations à porter plainte et à se porter partie civile en ce qui concerne la protection. Si vous voulez bien, Aïcha Al-Gout, on va revenir dans les détails. Je sens que ça va discuter entre vous deux. Mais sur l'ambiance politique, il est vrai qu'on démarre, ça va être l'objet de la prochaine question qui va arriver, on démarre sur une question de prix des viandes, pour rappeler les choses telles qu'elles sont. Donc il y a ce qui se dit de la part de l'opposition, ce qui se dit. Donc ça crée tout ça sans focuser sur ce sujet-là. Il y a quand même un climat qu'on peut considérer comme un peu remonté par rapport à. C'est ce que vous avez dit. Donc c'est comme ça que vous considérez le climat politique. Il n'est peut-être pas aussi serein que le dit Marwa Ansari. Non. La réponse est claire. Oui.
Et ce n'est pas juste la charge législative qui compte. Il y a aussi tout ce qui est politique, sociale et économique. Il y a l'emploi, la question de l'emploi, la réforme des retraites, la hausse des prix et le retard enregistré en ce qui concerne le programme gouvernemental. Donc, il y a tant de questions qui fait que ce climat n'est pas tout à fait serein comme... C'est pas tout à fait ça. Alors, Ansari, alors, j'ai parlé de cette question épineuse des prix des viandes. Donc, on a eu une discussion hors antenne. Il y a une commission d'enquête demandée, dont l'idée a été agitée par l'opposition parce qu'ils n'ont pas le quorum. Il y a l'idée aussi de la mission exploratoire ou la mission d'information qui a été diligentée ou qui aurait été diligentée. En fait, tout ça manque d'informations. Si vous voulez bien nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette histoire. Pas sur le prix des viandes en lui-même, d'accord, ça, il y aura des émissions qui vont être dédiées à ça. Mais sur ce climat politique, qu'est-ce qui se passe entre opposition et majorité? Pourquoi pas commission d'enquête? Pourquoi mission exploratoire? Pourquoi? Déjà, si vous permettez, quand je parle de climat serein, je ne parle pas de calme. On est en pleine ébullition, que ce soit au niveau de la majorité du gouvernement ou de l'opposition. Oh, serein, quand il y a d'ébullition, il n'y a pas de sérénité. Serein, c'est travailler dans la sérénité. Il faudrait travailler dans la sérénité. C'est ce qui est très important et c'est ce qui montre justement le sens de la responsabilité quand on est aux commandes. Alors, pour revenir à votre question concernant le prix des viandes, permettez-moi d'abord de remettre un peu les choses dans leur contexte réel des choses. Alors, je tiens à citer le 23 octobre 2024. Cette date, elle est très importante pour nous, comme parti de l'Istiqlal. Pourquoi? Parce qu'à cette date, nous avons eu la réunion de la majorité au siège du parti de l'Istiqlal, qui est donc à Bab el-Had, et où le secrétaire général avait fait une déclaration en parlant à ce moment-là, je dis bien au 23 octobre 2024, de l'Jasha' Tadkhoumi. Alors peut-être que cette phrase est passée de façon un peu inaperçue, mais elle ne l'a pas été pour nous à ce moment-là. C'est quoi le Jasha' Tadkhoumi? C'est l'inflation qui est due à la cupidité. Ce qui voudrait dire en français, il y a un mot pour ça qu'on appelle la cupidflation ou en anglais, greedflation. Donc en fait, je vais vous donner un peu la définition pour qu'on se mette tous d'accord. C'est ce qui souligne comment certains acteurs économiques maximisent leurs marges à la faveur d'une inflation généralisée en pensant que les consommateurs ne questionneront pas cette hausse due au contexte qui est justement inflationniste. Pourquoi je vous cite cette date? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a l'air un peu surpris que tout le monde s'emballe à cette idée-là. Cette idée-là ne nous surprend pas réellement, puisqu'on en a déjà parlé au sein du parti de l'Istiqlal. Le secrétaire général a fait cette déclaration. Et puis, cette politique a été menée pour deux raisons. Celle donc de l'aide qui a été donnée aux importations et l'exonération de la taxe douanière. Cette politique a été menée pour deux raisons principales. Un, la préservation du cheptel marocain qui était complètement en perdition, on va dire. Et deux, c'était pour justement avoir une disponibilité pour les Eid et aussi à des prix raisonnables et convenables pour préserver le pouvoir d'achat des Marocains. Résultat, pas des Eid et les prix sont toujours élevés. Résultat escompté en 2024, obtenu, s'il vous plaît. Parce que c'est-à-dire qu'en 2024, nous avons eu vous avez parlé du 30 octobre 2024, ce qui veut dire que, bon, je parlais après. Non, justement, j'essaye de vous dire que justement cette politique a été menée pour l'année 2024 et elle a donné les résultats escomptés, puisque justement nous avions eu de la disponibilité et nous avions eu des prix raisonnables à la portée du pouvoir d'achat des Marocains et les Marocaines. Le problème se passe en 2025, justement, où justement nous constatons, donc d'où le discours de 2024, que nous n'aurions pas de disponibilité et que les prix seraient vraiment à la hausse. Cette explication, elle est très simple. Serait, Marwa Ansari, les prix sont extrêmement. Oui, ils sont à la. C'est pas serait, vous avez utilisé. Non, serait parce que le discours a été fait en octobre 2024. D'accord. Donc effectivement, ils le sont. Okay. Mais serait puisqu'il l'a dit en 2024. En octobre 2024. Donc effectivement, ces prix-là dépassent tout entendement. Nous sommes tous clairs là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu le discours du secrétaire général, M. Nezar Baraka, qui a dit « Taqullah fil Maghreb ». Ce discours que nous réaffirmons encore une fois, parce qu'effectivement, nous avons des importateurs qui ont maximisé leur marge de profit. Alors, excusez-moi, je vais vous couper. La question, comme ça, Aïcha Gotoussi répond à ça. La question, c'est, il y a plusieurs versions. Il y a les mêmes chiffres, mais chacun les dit en fonction de son angle de réflexion. J'y viens, j'y suis tout de suite. D'accord. Alors là, il faut peut-être quelqu'un qui départage. J'y suis tout de suite. Alors déjà, nous, au Parti de l'Istiqlal, on n'a pas envie de mener en fait cette conversation et cette discussion sur les chiffres. Mais
nous n'avons aucun problème à expliquer les chiffres qui ont été donnés. Les 437 millions d'aides aux importations, c'est un chiffre qui a été effectivement donné par le ministre de l'Agriculture, qui a été donné par le ministre du Budget. Non, on n'a aucun problème à ce niveau-là. Désolé, je suis désolé, mais ces chiffres, on les connaît. Maintenant, le problème est qui va donner une version qui va être crue ou acceptée par l'opinion publique. Parce que les chiffres que vous allez donner à l'Istiqlal ou qu'elle va donner Aïcha El-Ghout pour le PJD, tout le monde a raison, les chiffres, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Donc pourquoi il n'y a pas, on ne va pas aller à la justice, pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire ou de mission exploratoire? Et puisqu'il y a un débat là-dessus, quelle est la différence entre les deux? Si vous permettez, laissez-moi juste terminer. Puis on a le deuxième chiffre justement qui est tout le temps... Parce que dans 30 minutes, vous allez me dire, ah c'est déjà passé, c'est fini. Non, ça va être très rapide. On a les 13 milliards de dirhams justement, qui étaient annoncés en octobre 2024 et qui, si on faisait une simulation, seraient beaucoup plus pour aujourd'hui. En fait, les deux chiffres sont réels. Le 13 milliards de dirhams est un manque à gagner, puisqu'il s'agit des exonérations des taxes douanières. Et les 437 millions, c'est les aides qui ont été données. Maintenant, si vous voulez en fait qu'on se mette d'accord sur quelque chose, c'est le gouvernement lui-même qui dit que cette politique n'a pas donné le but et le fruit escompté. Il ne s'en est jamais caché. Il y a une totale transparence là-dessus. Et je suis désolée de le dire de cette façon, mais je trouve que c'est très responsable de la part d'un gouvernement qui est aux commandes de dire « nous avons mis une politique en place ». Nous avons fait une pause, nous tirons un bilan et nous prenons nos responsabilités en disant que ça n'a pas fonctionné et en sachant pourquoi ça n'a pas fonctionné. En ce qui concerne la commission d'enquête et la mission d'information, nous plaidons pour une mission d'information. Alors l'initiative de la mission d'information vient des groupes de la majorité. Pourquoi nous avons demandé une mission d'information? Tout simplement parce que, en fait, pour nous, en tant que majorité et pour le gouvernement, le plus important, c'est de trouver des solutions et des alternatives afin que, pour l'Eid 2026 et pour l'année prochaine, nous ayons un cheptel qui soit complètement défini et nous ayons une disponibilité pour les Marocains et les Marocaines à des prix raisonnables. Tandis que si nous partons sur une commission d'enquête, elle dure 6 mois, avec 6 mois renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons peut-être tirer les conclusions qui seront certainement les mêmes, très très probablement les mêmes, mais nous n'allons pas avoir le temps et la marge de temps nécessaire pour pouvoir rectifier le tir. C'est pour ça justement qu'en tant que majorité, que gouvernement, nous plaidons pour une mission d'information, et d'ailleurs qui est constituée et qui va certainement bientôt commencer à travailler. De plus, je tiens à le préciser, je termine juste sur cette phrase, que la mission d'information, elle regroupe aussi l'opposition puisqu'ils peuvent choisir soit la présidence, soit le poste de rapporteur. Donc ce sera un travail qu'on fera en commun, majorité, opposition, pour pouvoir justement répondre aux besoins des Marocains en 2026. Vous avez pris 5 minutes pour répondre à tout ça, vous avez la même chose, Aïcha. on va mesurer le temps de parole à l'égalité. Oui. La réalité claire et nette que ressentent les citoyens marocains, c'est que les prix des viandes rouges atteignent des niveaux historiques. Jamais vu dans l'histoire du Maroc, presque 80-90% d'augmentation. Le gouvernement, certes, a agi en suspendant les droits d'importation et en injectant des subventions d'importation. Donc vous reconnaissez que le gouvernement a agi? Il a agi, oui. Il a injecté 13 milliards de dirhams dans les poches des importateurs, mais sans impact et sans atteindre l'objectif recherché. 13 milliards, Aïcha El-Ghout, 13 milliards, une partie de subvention, une partie de manque à gagner. Manque à gagner. Il ne les a pas injectés dans leurs poches. Voilà, merci. L'essentiel, la grande part a été captée par les importateurs. Et le résultat est nul. Les prix des viandes restent encore très élevés. Et il n'y aura pas d'aide. Il n'y aura pas d'aide. Vous avez demandé une commission d'enquête. Oui, ça a été dit dans les médias. Est-ce que ça a été fait concrètement? Ceci a donné des agitations au sein de la société, mais aussi il a secoué le monde politique. Non seulement de la part de l'opposition, mais aussi dans le camp de la majorité. Et la sortie de M. Baraka en témoigne. Maintenant, en ce qui concerne l'initiative de l'opposition de constituer une commission d'enquête, il a été justifié par c'est-à-dire l'ampleur et l'enjeu que constitue la somme colossale de 13 milliards de dollars.
Pourquoi d'abord de dire un plutôt. Mais est-ce que vous avez déposé cette motion dans les règles, même si vous n'avez pas le quorum, ou alors, excusez-moi du terme, en fait, je reprends l'expression du chef du gouvernement, c'est du buzz politique. D'accord, on a déposé la demande. C'est vrai, on n'a pas encore le quorum nécessaire, mais on compte bien sur les députés non affiliés. Vous l'avez déposé sur le bureau parce qu'elle est secrétaire. Je vous interromps, mais aucune commission d'enquête de façon officielle n'a été déposée à la Chambre des représentants. Aucune demande de commission d'enquête, à l'heure actuelle où je vous parle en tout cas. D'accord. Non, à ma connaissance, la demande a été déjà déposée et on est en train de collecter les signatures des députés et on compte beaucoup sur les autres. C'est vrai parce qu'on ne va pas atteindre le quorum nécessaire. On compte sur les députés non affiliés et on compte sur les députés honnêtes et courageux du côté de la majorité. Très bien. Permettez-moi donc, juste de réagir ce qui explique ce recours à la commission d'enquête, c'est sa nature contraignante et coercitive, et peut-être qu'il va permettre des investigations plus approfondies et plus étendues. Quant à la mission d'information, il n'a pas les mêmes pouvoirs et il n'a pas cette portée. Parce que la première, il est encadré par un article de la Constitution, l'article 67, et en plus d'une loi organique 85-13. Donc, ce qui lui donne cette valeur et cette puissance juridique. Quant à la commission d'information, il n'a pas cette portée. Et je crois que la mission d'information, oui. Et je crois que la majorité a fait recours à cette mission d'information parce qu'ils ont des craintes ou des soupçons là, puisque la nature de l'outil d'investigation se renseigne sur l'existence d'une volonté réelle pour divulguer les vérités. Alors, rapidement, Aïcha El Ghaut, pour vous, Marouane Ansari, j'attendais que vous terminiez, j'ai donné la parole à Aïcha El Ghaut, donc qui a répondu, effectivement, quand vous dites, il faut 1 an pour la commission d'enquête, 6 mois renouvelables, on n'aura pas les moyens, enfin le gouvernement n'aura pas les moyens de réagir, etc., mais le gouvernement sait où est le problème, donc il n'a pas besoin d'attendre la conclusion. La conclusion de la commission d'enquête, c'est pour l'opinion publique, c'est pas pour que le gouvernement sache ce qu'il va faire. Et donc, on peut reposer la question de pourquoi pas commission d'enquête, pourquoi mission exploratoire. Permettez-moi, en fait, de remettre un peu les choses dans leur contexte. Quand on a une majorité au Parlement, cette majorité n'est pas là juste pour soutenir ce que fait le gouvernement. Elle a aussi le droit, justement, et le devoir, surtout, de pouvoir, justement, quand on voit qu'il y a quelque chose qui devrait être rectifié, d'en faire part, et d'où la mission d'information. Alors, permettez-moi de demander à Madame la députée juste de retirer le mot « honnête », puisque... les députés qui feront partie même de la mission d'information sont aussi des députés honnêtes et ont envie effectivement de connaître la réalité de ce qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, j'aimerais juste dire quelque chose. Si ce gouvernement voulait dissimuler quelque chose comme vous le prétendez, je pense qu'on vit dans un pays d'institutions. Nous avons un parquet, un ministère public qui est capable effectivement de faire son travail. Il n'a pas besoin du Parlement pour le faire. Donc on sait pertinemment comment chaque institution travaille. En ce qui concerne les dissimulations, le gouvernement n'a rien dissimulé puisque c'est lui-même qui a rapporté ces chiffres et qui l'a fait en toute transparence. La mission d'information, encore une fois, c'est une mission qui est capable d'apporter des alternatives, d'avoir un bon sens de l'écoute de la part de l'opposition. Si on ne veut pas répondre, on ne répond pas à la mission d'enquête, contrairement à la commission d'enquête. Vous m'appelez, moi je suis importateur de viande, vous êtes mission explorateur, je peux ne pas vous répondre, rien ne m'y oblige. Comme a dit Aïcha El Ghaut, article 67 de la Constitution, commission d'enquête, je suis obligé. Je prête serment. Permettez-moi quand même de remettre un peu les choses dans leur contexte. En 2017, il me semble que M. Boano, qui était président de groupe, était le président d'une mission d'information pour les hydrocarbures. Exactement. Et vous l'avez complètement défendu et vous avez trouvé ça totalement normal. Je ne vois pas ce qui a changé aujourd'hui. Une mission d'information peut donner effectivement le fruit escompté. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous avons ce débat où la commission d'enquête serait plus importante qu'une mission d'information. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui empêche la majorité de se joindre à l'opposition pour mener cette enquête, cette commission d'enquête, puisqu'il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de choses à dissimuler. Donc, puisque le résultat serait le même, qu'est-ce qui empêche
puisque c'est ce que je disais, la mission d'information a été déposée de façon officielle bien avant que le débat sur la commission d'enquête ne soit fait que dans les médias. Donc nous avons déjà pris cette alternative de façon officielle et on a commencé à travailler. Les discussions au sujet de la commission d'enquête a été débutée bien avant. Dans les médias. Dans les médias, oui. Dans les médias, mais pas dans l'institution qui est la Chambre des représentants, où normalement ce genre de choses se font. Mais le dépôt de la demande a été décidé pendant la rentrée Alors, bon, vous n'êtes pas d'accord, il y a la loi, il y a les institutions, il y a la Constitution et il y a la perception. Comment les gens vont percevoir les choses, les téléspectateurs, l'opinion publique décidera d'elle-même. Alors, on va continuer. Je commence par vous, Madame Lgout. Question purement politique. Vous êtes à peu près à une quinzaine de jours, ou un peu moins, une dizaine de jours, un peu moins, un peu plus, de votre congrès au sein du PJD. Comment ça se passe? C'est Abdellah Benkiran à son troisième mandat, je pense, donc les deux premiers, puis maintenant celui qu'il a fait depuis 2021. Est-ce qu'il va encore se représenter? Qui pourrait éventuellement le remplacer? Comment ça se passe chez vous? Vous êtes passé de 125 à 13 députés. Comment ça se passe dans la maison PJD? Les choses se passent très très bien. Les préparations au 9e congrès qui aura lieu le 26 et le 27 de ce mois se passent très bien. Donc les choses s'accélèrent en ce qui concerne les préparations logistiques et financières. Les documents des partis sont prêts. Ils seront soumis au vote lors du congrès. Et donc, en ce qui concerne le successeur de Si Abdellah Benkiran, j'ai rien à prédire. Alors, dans ce congrès, est-ce que Si Abdellah Benkiran va se représenter? Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des informations qui sortent sur ça? Est-ce que vous avez des informations à nous donner avant le congrès? Ou là, il n'y a rien? En ce qui concerne cette question, je n'ai rien à prédire. En fait, la procédure au sein des partis est très claire. C'est le Congrès qui est le maître de lui-même et ce sont les congressistes qui votent pour le secrétaire général à venir. C'est vrai que pour être équitable, il y a eu beaucoup de suspense dans vos élections. Dans les élections passées, peut-être pas la dernière, mais il y a eu pas mal de suspense. Dans les années 2000, je parle surtout, pour les années 2010, un peu moins. Même chose pour vous, à l'Istiqlal. Il y a eu aussi du suspense en 2012, de mémoire. Il y a eu un suspense en 2017, ça, je m'en rappelle. Mais je ne veux pas vous poser la question sur le congrès de l'Istiqlal, parce qu'il n'y a pas de congrès qui est prévu. Par contre, je vais vous poser une question sur cette question d'élection. Donc, si je comprends bien, vous êtes élu. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes élu sur la liste régionale ou la liste... Non, la liste régionale. La liste régionale. Donc, la question s'adresse à vous, Maroual Ansari. Est-ce que les femmes vont continuer à passer sur des listes régionales ou alors elles vont passer sur des listes de circonscription? Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur le 395. 5, il me semble. 5 dames qui sont passées sur les listes de circonscription, c'est-à-dire pas un quota qui est accordé aux femmes, ce qu'on appelle en général la discrimination positive. Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous voulez que ça change? Quelle est la position du Parti des Istiqlal là-dessus? Déjà, merci beaucoup de me poser la question, puisque effectivement, Madame la députée et moi-même sommes toutes les deux élues grâce aux listes régionales. Et donc, grâce à ces discriminations positives, effectivement, nous avons le mandat que nous sommes en train de vivre actuellement a un peu changé la configuration du Parlement. Nous avons plus de jeunes, plus de femmes, et puis peut-être quelque chose qui semblait au départ avoir un peu un côté différent, aujourd'hui est en train de porter ses fruits. On voit effectivement que ces jeunes et que ces femmes participent de façon extrêmement brillante au débat et sont surtout très responsables de la tâche qui leur a été donnée. Au Parti de l'Istiqlal, on a toujours eu un encouragement très particulier pour la place des femmes et la place des jeunes. Et donc, effectivement, si je peux me permettre, juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, au sein du Parlement, nous avons 20% des députés qui sont des députés femmes. Donc, on en a 95 sur 395. Et aussi, on a 28% des membres du bureau qui sont des femmes. Ça reste quand même un chiffre qui est assez faible et qui, je le souhaite, soit encore plus grand dans les années à venir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de la liste régionale? La réponse est non. Tout simplement puisque cette liste, puisque nous sommes dans une société qui a besoin justement de s'adapter à ces changements, de faire confiance aux femmes et de pouvoir justement leur donner cette opportunité de pouvoir se présenter dans les circonscriptions. Maintenant, les partis politiques aussi doivent faire preuve de courage, c'est-à-dire de pouvoir
maintenir des femmes dans des circonscriptions, leur donner l'opportunité de se présenter, surtout qu'aujourd'hui, elles ont cumulé beaucoup d'expérience. La première femme qui est arrivée au Parlement, c'était en 1993. Il me semble qu'aujourd'hui, on est quand même capable d'avoir un certain recul, une formation. On est proche du terrain, on est proche des présidents de communes, on est en discussion perpétuelle avec eux sur leurs problèmes, sur la façon de pouvoir les accompagner et les aider. Donc il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes et nous devons tous entamer cette dynamique de présenter des femmes dans les listes des circonscriptions. Ensuite, et permettez-moi, et ça va être plus vers vous, je pense aussi que les médias ont aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire pour un peu enlever cette sora namataya djel nisa et justement donner les pousser encore plus à s'affirmer dans le paysage politique, surtout que Sa Majesté a toujours plaidé pour une parité. Mais nous, chère madame, on invite les dames, vous voyez bien, sur ce plateau. Justement, c'est pour ça que nous avons des animatrices, nous avons une parité, nous avons ce qu'il faut au niveau de la presse, des médias, il n'y a pas de problème à ça, c'est à vous de faire le travail, c'est pas à nous. Vous dites Marwa Al-Ansari, que est-ce qu'on peut abandonner la liste, renoncer à la liste régionale? La réponse est non. Bah, le problème vient de vous, pas de nous. Non, la réponse est non parce que je vous ai expliqué que c'était un problème de société. Par contre, les partis politiques aujourd'hui, et on le voit, même si le chiffre est très faible. Quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, c'est le parti, c'est les partis d'une manière générale. Les partis de manière générale. Qui ne présentent pas, qui ont peur. Justement. C'est bien pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant où les partis, justement, après cette expérience de 2021, devraient faire confiance à plus de femmes dans les circonscriptions et avoir le courage de leurs idées. Madame Elgout, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je joins l'opinion de Madame la députée Marwa Al-Ansari pour dire que la liste régionale doit rester parce qu'on n'est pas encore mûr pour compter sur les efforts ou la présence de la femme de les circonscriptions locales. Combien de femmes dans votre comité exécutif au sein du parti de l'Istiqlal? Il y en a 6. Sur combien? Sur 31. Alors, au niveau du PJD, Aïcha Elgout, il y a combien de dames au niveau de votre secrétariat général? 5 femmes. 5. De mémoire, je pense que vous êtes à peu près 18 ou 19. Oui. Moi, quand je lis la Constitution et quand je lis la loi organique sur les partis, le rôle des partis, c'est d'encadrer et de former les populations à un certain nombre de choses. Donc, il faudrait peut-être commencer par vous-même. Je vous dis ce que je pense tel que je le pense. Peut-être qu'en augmentant la parité au niveau de vos instances dirigeantes, peut-être que ça donnerait plus de choses. Alors, on va passer, il nous reste pas beaucoup de temps, à peu près un peu plus que 10 minutes. Alors, pour les différentes choses dont on a parlé, alors, vous avez sur la question du code de la famille, je commence par vous, Marwa Al-Ansari. Quelle est la position de votre parti sur ça? Est-ce que ça va? Vous votez ce qui va être... Enfin, vous êtes de l'Istiqlal, donc est-ce que vous votez? Est-ce que vous partez sur la proposition qui va vous être faite? Est-ce que vous a déjà été faite une proposition? Justement, déjà dans un premier temps, nous n'avons toujours pas eu de présentation à la Chambre des représentants du Code de la famille. Nous l'attendons. Maintenant, le Code de la famille a effectivement fini et passé toutes les étapes. Nous attendons juste de le recevoir. Nous, dans le parti de l'Istiqlal, nous aspirons clairement à des améliorations importantes qui vont justement dans le sens de la stratégie royale, de la consolidation du noyau familial et de la cellule familiale, tout en consolidant la place de la femme dans la société marocaine. Et bien sûr, en respectant très clairement le discours de Sa Majesté qui est de donc ça, on est très clair. Et les constantes de la nation, Tawabit al-Umma, qui sont très très claires, le Madhab al-Maliki, qui est justement l'atidal au wasatiyya, donc modération et centrisme, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée que nous avons au parti de l'Istiqlal. Donc, très clairement, nous remarquons aujourd'hui dans notre société marocaine que nous avons une expansion des divorces et justement qui conduit à l'éclatement de la cellule familiale. Et nous voulons justement, à travers le code de la Moudouana qui va arriver, qui est justement la préservation de la cellule familiale, qui est le noyau de la société et surtout la protection des enfants, tout en, ne pas perdre l'identité marocaine, c'est-à-dire ne pas sombrer dans une société complètement individualiste où nous allons perdre l'ADN du Maroc. Et puis j'aimerais enfin conclure que dans notre ADN en tant que parti de l'Istiqlal, Alla El-Fassi a toujours demandé à ce qu'il y ait ijtihad pour accompagner justement l'évolution de la société. Et on voit aujourd'hui malheureusement que certains textes religieux sont détournés de façon à ce qu'ils ne donnent pas justement le but voulu. Et c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui dans nos rues, des femmes qui sont à la rue avec leurs enfants, dus à des problèmes de divorce ou à des problèmes d'héritage. Et c'est ce que justement nous voulons éviter à travers la Moudouana qui va arriver.
La position du parti de l'Istiqlal et celle du PJD sur le Moudouana, la position, enfin, est-ce que vous êtes prêt à accepter, est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter? Comment vous voyez les choses de ce code de la famille, de cette proposition qui va arriver? Donc, pour le PJD, on est pour une réforme qui garantit la préservation des intérêts des enfants et la dignité des deux époux. Également, on est pour l'encouragement des mariages. Alors qu'on a maintenant des défis démographiques, on assiste à une baisse du taux de fécondité et une baisse des naissances. Donc le mariage sert à encourager les naissances. Également, on est pour une réforme qui encourage la sensibilisation et la formation des jeunes avant le mariage. Et également d'intégrer dans le système éducatif les valeurs de la famille et de dignité et de préservation des acquis de la famille. Très bien. Alors, on va essayer d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de thèmes sur lesquels on va. Je voudrais revenir sur cette question de code de procédure pénale avec vous, Marwa Ansari. On en a parlé, tout le monde en parle, cette question de peine alternative. Alors, un petit chiffre pour les téléspectateurs et téléspectatrices, 100 000 ou 101 000 ou 102 000 détenus actuellement dans le système carcéral marocain, dans les prisons marocaines, avec à peu près 43 ou 45% de détention préventive, c'est-à-dire à peu près 45 000 personnes présumées innocentes qui sont détenues. Est-ce que vous pensez que cette question de peine alternative pourrait régler les choses? Quelle est la position de votre parti là-dessus? Sachant que c'est Abdel Fouébi, donc ministre de la Justice et ancien secrétaire général du PAM, qui l'a présenté, porté par le parti de l'Istiqlal. Écoutez, le parti de l'Istiqlal est une composante de cette majorité. Nous avons effectivement voté pour les peines alternatives, mais non pas juste parce que nous sommes... dans l'équation, plutôt dans la majorité, nous y avons voté parce que nous sommes convaincus que c'est une solution qui serait importante d'apporter, surtout avec la surpopulation carcérale, comme vous venez de le citer, donc à plus de 102 000 aujourd'hui. Et puis aussi, on a une application d'ailleurs qui va commencer en début août, donc c'est vraiment pour bientôt. Et puis aussi parce que les peines alternatives facilitent une meilleure insertion post-peine, justement. On voit toutes les études internationales, les gens qui ont juste eu des peines alternatives ont cette facilité de se réinsérer dans la société. Et puis aussi, on s'est rendu compte que quand on avait des gens qu'on envoyait en prison, en règle générale, la situation empirait, c'est-à-dire qu'ils rentraient pour un délit, et puis que la seconde fois, ils pouvaient rentrer pour un crime. Donc, ils apprenaient la criminologie, si on peut dire, au sein des prisons. Donc, en fait, nous, en tant que parti, nous avons été favorables à ces peines alternatives, surtout qu'elles sont pour des délits mineurs de moins de 5 ans, qui excluent le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, par exemple. Alors oui, on peut être d'accord que ça pourra connaître quelques difficultés d'application au départ. C'est normal, c'est une nouvelle expérience. Le temps qu'aussi que la société s'adapte à voir des gens peut-être avec un bracelet électronique, peut-être qu'on aura un petit problème de suivi ou de contrôle ou de coût. Mais c'est normal, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties quand elles mettent en place une nouvelle stratégie judiciaire. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous sommes totalement convaincus que c'est une réponse judiciaire qui est importante pour notre société et pour notre pays. Pourquoi ça tarde? Je m'adresse à la secrétaire du bureau. Pourquoi ça tarde autant? Qu'est-ce qui tarde? Cette question de peine alternative, par exemple. Ça commence début août. Ça commence début août. Ça sera effectif début août. Très bien. On va dire que c'est une bonne nouvelle, mais enfin, bon, juridiquement, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour les détenus en détention provisoire. Tout à fait. Je voudrais vous faire réagir, Aïcha Algot, sur un sujet dont on a beaucoup parlé, la peine de mort, l'application de la peine de mort, la suspension de la peine de mort, l'annulation de la peine de mort. Quelle est la position de votre parti? Est-ce qu'elle a changé ou c'est toujours la même? Oui, d'accord. En ce qui concerne ce sujet, notre parti soutient la position de l'État, qui est de garder cette peine de mort. Le moratoire. Oui, mais procéder à sa limitation. D'ailleurs, pendant les législatures précédentes, le gouvernement PJD a diminué le nombre de ces cas de peine de mort de 30 à 16. Ce qui fait qu'on est sur la même voie que la position de l'État. Vous restez sur la même ligne. Alors, il nous reste une petite poignée de minutes, 2 pour être précis. Vous vouliez réagir sur le code pénal, Marwa Ansari? Oui. Alors, j'aimerais réagir sur le code pénal. J'aimerais aussi vous poser la question sur la peine de mort. Bien sûr. Elles sont liées, on va dire. Le code pénal, on est tous dans l'attente du code pénal, justement, qui est un sujet qui
qui préoccupe tous les Marocains, toutes les Marocaines, au-delà du champ politique et du champ médiatique. Et j'aimerais juste vous apporter une précision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que dans le code pénal qui va arriver, il y aura certainement des avancées sur le plan droit de l'homiste. Personne ne peut le contredire. Ceci étant, je peux vous assurer aujourd'hui que le code pénal qui va arriver à la Chambre des représentants et qui sera discuté fera d'abord l'objet de discussions entre les différentes composantes du gouvernement, à savoir les 3 partis composant ce gouvernement, pour tenir compte de toutes les sensibilités, justement, de ces 3 partis. Comme vous le savez très bien, il y a le parti de l'Istiqlal. Nous ne sommes pas un papier-calque d'autres partis, et eux non plus ne sont pas papier-calque de notre parti. Donc, effectivement, ça va être discuté avant d'arriver au Parlement, et nous voterons donc cette version finale qui arrivera au Parlement, bien sûr, quand il y aura des amendements à y apporter de la part de la majorité, ou peut-être d'accepter certains de l'opposition. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le gouvernement actuel a assez de temps pour procéder à tout ça, sachant qu'on est à 1 an de l'année électorale? Oui. Ben, ça, c'est une question qui relève de vous, chère mesdames. Vous êtes députée, ça dépend de la vitesse que vous avez, et ça dépend aussi de votre capacité à vous mettre d'accord. Mais effectivement, la question se pose parce qu'il y a beaucoup de choses. Un chantier comme tel nécessite beaucoup de temps et des concertations, des consultations élargies. Donc, je pense qu'il nécessitera assez de temps pour être prêt d'ici la fin de cette mandat. On espère. Dernier mot, c'est bon? Dernier mot, c'était sur la peine de mort, mais si... Allez-y, Alors, en 15 secondes. Sur la peine de mort, on soutient la position de l'État. D'ailleurs, le 15 décembre dernier, nous avons voté pour le moratoire qui soutient l'arrêt de l'exécution, tout en sachant que le Maroc déjà n'exécute pas cette peine depuis 1991. Donc, on a 1993. 1993, c'était la dernière, 1993, oui. Celle de 1991. Et dans de très rares cas, nous avons aussi la grâce royale qui est accordée à certains détenus qui ont la peine de mort et qui est donc transformée en perpétuité. Donc, nous soutenons parfaitement la position de l'État à cet égard-là. Merci beaucoup, mais juste que la position de l'État, c'est la position du gouvernement, enfin des institutions de l'État. L'État en tant que lui-même. C'est fini. Je vous remercie, mesdames, d'avoir répondu avec franchise à ces questions. Merci beaucoup, Aïcha Lgout. Merci beaucoup, Marouane El Saleh. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.